Patrick Decosse, vous êtes le président directeur général de l'entreprise Boralex, une entreprise qui est devenue un acteur majeur à travers les années dans le secteur des énergies renouvelables. Boralex, en 2023, c'est plus de 700 employés situés autant en Amérique du Nord qu'en Europe. On parle également d'une entreprise publique en forte croissance qui affiche une capitalisation boursière de plus de 3,2 milliards de dollars. Patrick Decosse, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, bonjour à toi. Patrick, avant de parler de la belle histoire de Boralex, que tu es acteur depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est possible pour toi de bien nous expliquer ce que fait l'entreprise au quotidien? Boralex développe, construit, exploite des projets d'énergie renouvelable, donc du petit hydro, du solaire, de l'éolien, depuis plus de 30 ans. Donc on contribue à la transition énergétique dans différents secteurs, dans différents marchés plutôt, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique pour le Canada, aux États-Unis, dans l'État de New York, au Texas, au Nouveau-Mexique, en Indiana, en Alabama, puis en Californie. Puis en Europe, on est très présent en France depuis plus de 20 ans maintenant. Puis on développe notre premier projet, on construit notre premier projet en Écosse, tout au nord de l'Écosse, un projet éolien. Donc, les ambitions ne vous manquent pas. Et Patrick, Boralex, à la base, en faisant mes recherches, j'ai pu voir que c'était une filiale énergétique de l'organisation Cascade. Cascade qui est finalement sorti un petit peu de l'actionnariat dans les dernières années. Et toi, de ton côté, tu es devenu le premier employé de l'organisation dans la division Europe à être engagé en 2001, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça serait possible pour toi de nous dire à quoi ressemblait l'organisation quand quand es rentré en 2001 et surtout, est-ce que c'était clair au départ qu'il y avait de l'ambition et que l'organisation voulait aller chercher cette fameuse hypercroissance? Alors, pour la deuxième partie de la question, c'était clair qu'il y avait de l'ambition. Quand c'est Bernard Lemaire, en fait, plus que Cascade encore, donc le fondateur de Cascade, qui avait lancé cette idée de lancer une division énergie. À l'époque, Bernard avait beaucoup d'ambition. Je pense qu'on est à peu près à la moitié de l'ambition de Bernard. Bernard rêvait qu'un jour on exploite 6000 mégawatts. On en exploite un peu plus de 3000 aujourd'hui. Donc, on a encore du chemin à faire pour arriver où il nous voyait. Mais on espère en 2030 atteindre 2 fois ce que Bernard voyait. Donc, quelle était l'entreprise? En fait, à l'époque, pourquoi on a commencé à se développer en Europe? C'est parce que à l'origine, on voulait faire beaucoup de petits hydros au Québec. Puis le petit hydro au Québec, il y a eu comme un moratoire autour de 96, 97, puis ça a obligé Boralex à aller aux États-Unis et en France. Et c'est là que moi, je suis arrivé effectivement sur un premier projet en France, et puis qu'on a démarré en France en 2001 notre premier projet d'éolien, qui est finalement devenu la partie la plus importante, mais l'entreprise était beaucoup plus petite. Un jour, je me suis amusé à regarder, je pense qu'aujourd'hui, sur les 3000 mégawatts, il y en avait 30 qu'on exploitait en 2001, qu'on exploite toujours aujourd'hui. Donc, 1% de l'entreprise existait à cette époque-là. Puis, tout le reste, c'est nouveau depuis cette époque-là. Puis, c'est assez fou, effectivement, comme ambition, puis comme histoire. Et Patrick, souvent quand on discutait ensemble, tu utilisais cette métrique-là, les mégawatts, pour parler de la taille de l'entreprise. Si on se place un petit peu dans les souliers de nos auditeurs qui nous écoutent, 3000 mégawatts, ça représente quoi, disons, pour une population, pour une société? Comment qu'on pourrait donner une image à toute l'énergie que vous êtes capable, avec vos différentes installations, de produire chez Boralex? Un équipement, si on se ramène à un kilowatt, c'est à peu près la puissance d'un fer à repasser. Okay, donc, ça donne une idée. Un mégawatt, c'est 1000 fers à repasser. 3000 mégawatts, c'est 3 millions de fers à repasser. Ça donne une idée de ce que ça représente. Une famille va avoir une connexion d'à peu près... ça dépend. Peut-être qu'au Québec, c'est un peu plus élevé, mais on va jusqu'à des connexions historiquement de 18-20 kilowatts. Avec les voitures électriques, c'est un peu plus loin. Mais ça donne une idée de la taille de l'organisation. J'oublie toujours l'équivalent de ce qu'on produit annuellement, puis du nombre de ménages. Les journalistes me posent la question, puis c'est toujours une question sur laquelle je tombe, mais c'est une grosse centrale nucléaire, c'est à peu près 1000 mégawatts. Donc, Boralex, c'est à peu près 3 grosses centrales nucléaires en puissance. Donc, ça donne une idée de la taille de l'entreprise quand même. Quand on est parti effectivement d'une trentaine de mégawatts en petit hydro au milieu des années 90, ça fait grandir l'entreprise. Ouais, des centrales, tu disais, qui
vous, de votre côté, c'est en puissance, mais c'est également en croissance. Et un des points qui était assez intéressant, Patrick, quand on discutait également la dernière fois ensemble, tu me disais qu'une des forces de Boralex a été sa capacité de se réinventer à travers les années, parce que clairement, on s'entend, la dynamique autour de l'énergie, c'est un des sujets que tout le monde parle, que tous les politiciens parlent continuellement. Donc, vous êtes dans un endroit, on va dire, où est-ce que beaucoup de discussions, beaucoup de changements. Comment cette réinvention de l'organisation-là s'est matérialisée à l'interne à travers les 20 dernières années? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment bougé dans l'entreprise qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous restez et vous continuez à être un acteur aussi important? Mais je pense que ça fait partie de notre culture, justement. On est parti, moi, quand j'ai joint l'organisation, il devait être une soixantaine. Il y avait une personne, c'était moi en France, puis il y avait une soixantaine de personnes, je pense, en Amérique du Nord dans l'organisation. Aujourd'hui, on est plus de 700, comme tu le disais, avec des équipes partout au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et puis en France. Puis ça nécessite des façons de travailler qui sont très, très différentes. Quand on est une toute petite équipe, moi, je l'ai connu particulièrement parce que pendant une année, j'étais tout seul. J'avais pas de problème pour transférer l'information. J'avais pas de problème de conflit. J'avais pas de problème de compréhension. J'avais des difficultés d'organiser mon agenda. J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'avais jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu caricatural, mais après, il faut se rendre compte que l'organisation grandit. Puis parfois, faut se poser et puis dire où est-on aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici sans critiquer le passé? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aller à l'étape suivante? Puis c'est pour ça qu'on s'est toujours donné des plans de croissance ambitieux. L'histoire du plan de croissance de Boralex, c'est quasiment toujours on veut doubler de taille dans un certain délai. Le délai a pu être plus ou moins long. Puis quand on se donne ça comme objectif, ben ça nécessite de spécialiser plus les gens. Au début, quand vous êtes dans une équipe, on est tous très, très généralistes parce qu'on est tous obligés d'être au four et au moulin, de savoir comprendre à la fois le développement, la construction, la santé-sécurité, la maintenance, le commercial, la finance. Puis petit à petit, ben, on a des gens de plus en plus spécialisés, puis il faut les faire travailler ensemble. C'est beaucoup mieux parce que moi, pour avoir été très généraliste, quand on peut se reposer sur des gens qui sont vraiment très, très spécialisés, ça donne une force incroyable à l'organisation, mais ça nécessite des façons de travailler qui sont évidemment différentes. Et quand on baigne dans quelque chose qui fonctionne bien, c'est toute la difficulté de se remettre en question. Et donc, il faut avoir des moments de pause où, seul, en équipe, différentes équipes, on dit, ben, qu'est-ce qu'on doit changer maintenant? Et bon, un autre point qui est assez intéressant de votre côté, c'est l'évolution aussi de vos différentes lignes d'affaires. Donc, pour bien situer l'audience, on en situe trois, mais je pense qu'on a même une quatrième également qui est en train de se pointer le bout du nez, qui est en forte croissance. Mais pour le moment, le volet hydro, l'énergie éolienne et également l'énergie solaire sont vraiment des vecteurs de croissance importants pour votre organisation. Au moment où on se parle, je crois bien que le volet éolien semble être votre plus grosse ligne d'affaires chez Boralex, votre plus gros vecteur de revenus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'amène ça à l'attention de notre audience aujourd'hui pour te poser une question, Patrick. Comment cette dynamique autour de vos lignes d'affaires a évolué depuis ton arrivée? Peut-être tu pourrais nous dire, quand tu es arrivé en 2001, quelle était la ligne d'affaires numéro un? Qu'est-ce qui a changé par la suite? Et qu'est-ce que tu vois au moment où on se parle qui est en train de prendre le plus d'importance dans l'organisation? Mais il y a 20 ans, Boralex était principalement un joueur dans la biomasse parce qu'on avait fait de la croissance par acquisition dans le nord-est américain et un peu au Québec également. Et on avait des grosses usines dans lesquelles on brûlait essentiellement des écorces. Et donc, ces usines-là, c'était vraiment des usines. Et puis, on a commencé dans l'éolien on avait pris une participation de 60% dans un projet de 10 petites éoliennes de 800 kilowatts, donc même pas 1 mégawatt par machine. C'était 8 mégawatts en France. Puis on s'était dit, ben, c'est une bonne idée de faire ça. C'est l'avenir. C'était Bernard qui nous avait poussé à ça. Bernard Lemaire avait dit, allez-y les gars, c'est un bon projet. OK, on y va. Ça a été un projet très rentable qui tourne encore aujourd'hui. Les éoliennes qui ont été installées il y a 22 ans maintenant. Puis ça a été vraiment le début d'une vague. Et en fait, Boralex a suivi l'évolution finalement technique et économique des différentes énergies renouvelables. En 2001, le solaire coûtait beaucoup trop cher. En 2010, le solaire était arrivé à un certain niveau et on voyait que ça allait baisser. Puis c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le solaire à ce moment-là. Puis aujourd'hui, tu le disais, on vient de gagner un très, très gros appel d'offres en Ontario sur des batteries, 4 heures, 380 mégawatts. Donc,
la puissance, c'est important, mais 4 heures de stockage, c'est aussi très important. Puis ça va aider le système électrique ontarien à s'équilibrer en fonction des heures du jour et de la production, justement, éolienne, solaire et des besoins de la demande. Et donc, c'est de nouveau une ligne d'affaires importante parce que, entre-temps, depuis 20 ans, ce qui a vraiment changé, c'est que les énergies que nous produisons sont plus des énergies qui doivent être subventionnées. Elles sont compétitives. La problématique qu'elles ont, c'est qu'elles perturbent un peu le système électrique. Mais la chance qu'on a, c'est que le stockage par batterie devient lui-même compétitif. Et donc, on se retrouve ça nous ouvre une ligne d'affaires. Puis on l'avait vu dans notre plan stratégique il y a 2 ans. On s'était dit, en 2030, on aura 10% de stockage. Ça va peut-être aller plus vite. Ça va peut-être aller plus vite qu'on ne l'espérait d'ailleurs. Intéressant. Puis là, au moment où on se parle, l'éolien ou le solaire qui prend un petit peu plus de place, parce que là, je pense que l'éolien est encore premier, mais tu me disais que ça sera pas la même chose pour tellement longtemps, là. Je pense que l'énergie solaire est en train de vraiment faire une percée assez colossale chez vous. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, l'intérêt du solaire, c'est que il est plus stable. D'une manière générale, d'une année sur l'autre, on a à peu près la même production avec un parc solaire. Le vent est beaucoup plus variable sur une année que la ressource solaire. Le soleil se lève toujours à une heure précise et se couche toujours à une heure précise. Oui, il y a des jours avec des nuages et des jours sans nuages, mais c'est à peu près en moyenne la même chose d'une année sur l'autre. Donc le solaire, c'est intéressant financièrement parce que c'est plus stable. C'est intéressant pour les services qu'on rend au réseau électrique parce que c'est aussi plus stable. Mais ça fonctionne évidemment que la journée. L'éolien, il y a du vent la nuit, donc le fait d'avoir un portefeuille est intéressant. Les rendements financiers sont un peu différents. Les rendements en solaire sont un peu plus faibles qu'en éolien, parce que les risques sont plus faibles également. Les coûts de maintenance sont un peu plus faibles en solaire qu'en éolien. Ça ne veut pas dire que l'éolien, c'est pas bon, au contraire, parce que ça fait des rendements plus élevés, mais c'est intéressant d'avoir un portefeuille. Puis c'est pour ça que c'est intéressant. S'il y avait encore du développement en petit hydro, on serait très heureux d'avoir du développement en petit hydro. C'est beaucoup plus difficile depuis une vingtaine d'années. Puis nous, on n'a plus vraiment de développement là-dedans. On entretient très, très bien nos centrales. Puis le stockage vient se rajouter. Donc l'objectif à long terme, ce serait d'avoir à peu près 45% de solaire, 45% d'éolien, puis presque une dizaine de pourcents de stockage et le petit hydro qui resterait. Ça, c'est notre vision à long terme. C'est un petit peu en train de dériver pour la raison suivante. C'est que par rapport à il y a 2 ans, le Canada revient en développement. Le Québec, il y a beaucoup de projets, beaucoup de développement. Puis au Québec, évidemment, la ressource éolienne bat aujourd'hui la ressource solaire en termes économiques. Et donc, on va faire peut-être plus d'éolien qu'on ne pensait. Mais si on arrive à 60-40 plutôt que 45-45, ce sera beaucoup mieux que... Aujourd'hui, on est à peu près 83-84 d'éolien, 9% de solaire. On sera déjà beaucoup plus proche de l'équilibre à ce moment-là. Donc, c'est un peu comme si on suivait un cap, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée de bâtir un petit peu l'image qu'on peut donner, ce portfolio de plusieurs lignes d'affaires qui vous aident à être compétitif dans le marché énergétique en étant capable d'être autant au niveau éolien, solaire, hydro, mais bien entendu que c'est plus la même chose que c'était. Donc, très intéressant d'en savoir un petit peu plus ici. Et bon, j'aimerais parler un petit peu de croissance maintenant. Tu nous as parlé plus tôt que par le passé, il y a eu beaucoup de croissance par acquisition. Vous avez fait plusieurs acquisitions d'entreprises, Boralex, depuis le lancement de l'entreprise, mais je pense qu'il y en a eu une assez colossale dans les derniers mois qui s'est déroulée en décembre 2022. L'annonce a été rendue publique, peut-être tout ça a été conclu préalablement, mais vous avez mis la main, je pense, sur 50% de l'entreprise EDF Renewables. C'est une acquisition, pardonne-moi, qui vous permet de vous intégrer encore plus dans le marché américain. Est-ce que ça serait peut-être possible pour toi de nous dire l'idée derrière cette acquisition ou même cette fusion stratégique qui s'est déroulée? Alors, on n'a pas acheté 50% d'EDF Renouvelable, parce que EDF Renouvelable, c'est très, très gros, c'est une division d'EDF. Par contre, on a acheté 5 parcs éoliens au Texas et dans le Nouveau-Mexique, et on a acheté 50% de ces projets-là. Mais c'était effectivement, il y en a pour plus de 900 mégawatts installés, donc par rapport, et nous, on a acheté 50%, donc c'est une croissance d'à peu près 20% de l'entreprise. Donc, de nouveau, c'était intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, c'était une transaction bilatérale. On a négocié presque 1 an avec EDF pour s'entendre sur la façon de faire la transaction, pour que les 2 parties trouvent de l'intérêt. On a clôturé effectivement un 29 décembre. Nos équipes sont fantastiques et sont régulièrement
à travailler dans tous les domaines. On a des gens évidemment qui exploitent nos éoliennes ou nos projets solaires et hydro toute l'année, mais on a aussi des équipes de développement, des équipes comptables qui vont travailler jusqu'au dernier jour de l'année, parce que c'est pas rare que des transactions se fassent dans notre secteur juste la veille du 31 décembre. Donc, on peut saluer leur engagement là. Et cette transaction nous a permis effectivement de rentrer dans le marché américain avec un prix d'acquisition qui était intéressant, des cash flows stables. Et donc, ça nous diversifie parce que on n'est pas uniquement diversifié en termes de lignes d'affaires, on est également diversifié en termes de juridiction où on opère, parce que comme tu disais au tout début, le politique, et c'est normal, le politique puis les sociétés s'intéressent à leur avenir énergétique beaucoup plus, heureusement, aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a eu une période où la population était moins au fait de ce sujet-là, parce que, dans les pays occidentaux, parce que on avait tous des surcapacités. C'était le cas aux États-Unis, c'était le cas au Canada, c'était le cas en France, c'était le cas en Grande-Bretagne. Puis ces surcapacités ont diminué. Donc maintenant, les gens comprennent, il y a l'impact du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Donc il y a une prise de conscience beaucoup plus forte. Mais donc c'est important d'être dans plusieurs juridictions, parce que s'il y a une décision qui est défavorable à un moment donné, temporairement, on a connu ça au Canada, on a connu ça à un moment donné en France, donc on n'est pas juste exposé à un seul marché. Puis ça, c'est très, très important. Donc, ces projets-là, c'était effectivement des actifs qu'on voulait acquérir. Puis là, on est en train de travailler pour reprendre des opérations de maintenance aussi de ces éoliennes-là, parce que c'est quelque chose qui différencie beaucoup Boralex de ses compétiteurs, c'est que on fait aussi la maintenance de nos éoliennes. On réduit le coût, un peu comme chez Cascade. On essaye d'être une low cost tout en faisant du travail de qualité, mais de vraiment faire les choses en interne, d'avoir une forte compétence interne. Et donc, on investit beaucoup là-dedans. Et qu'est-ce que ça implique? Je serais curieux de t'entendre, Patrick, ici, le maintien de ces éoliennes-là. Quel type de travail essentiellement on parle quand on veut maintenir des éoliennes? Peut-être pour situer un petit peu notre audience sur les lignes de service qu'une organisation comme Boralex a besoin d'intégrer, parce que là, c'est littéralement ça ici. On parle vraiment d'un mix produits et services aussi si on est dans l'entretien de ces mêmes éoliennes. Dans une éolienne, vous avez à la fois du travail mécanique, évidemment, de regarder comment toute la mécanique fonctionne, puis de s'assurer en termes de vibration, en termes de graissage, en termes évidemment, comme dans un moteur de n'importe quoi, vous risquez d'avoir des petites fuites, des petites choses. Donc, il faut maintenir cet aspect-là. Vous avez un aspect électrique. C'est des machines qui produisent l'électricité. Ça, c'est logique. Tout le monde le comprend. Mais c'est aussi des machines dans lesquelles il y a énormément d'instruments. Il y a énormément de mesures. On mesure des températures, je viens de le dire, on mesure des vibrations, on mesure des pressions, on mesure des courants, on mesure des tensions. Donc, tout ça, il faut s'assurer que ça fonctionne bien, parce que s'il y a une de ces mesures qui fonctionne pas, la machine, elle a plus l'information pour fonctionner, et donc elle va se mettre en arrêt. Donc, on fait ça de façon préventive. Ensuite, il y a aussi un peu d'usure au niveau des pales, par exemple. Donc, c'est prévu pour fonctionner une trentaine d'années, mais selon le climat dans lequel on est, quand on est au bord de la mer, qu'on a des actifs en montagne en France avec de la grêle, on a des actifs au Québec avec de la glace à certains moments. Donc, il faut s'assurer aussi que nos pales restent en bon état. Donc, il y a tout ce travail qui sont faits par nos techniciens de terrain. Et puis, il y a aussi beaucoup d'analyses à distance qui est réalisée, parce que comme on mesure beaucoup de choses, derrière un ordinateur, on a des personnes chez nous qui, j'allais dire, regardent le comportement des plus de 900 éoliennes de Boralex. Donc, vous êtes vraiment une organisation intégrée de tous bords, tous côtés, de ce que je comprends. Vous êtes dans le produit, dans le service, vous avez tous ces gens-là à l'interne. Est-ce que c'est essentiel dans votre catégorie d'être capable de tout regrouper sous un même toit pour être compétitif, ou il y a des joueurs qui vont peut-être prendre 50%, disons, de ce que vous faites et uniquement se focaliser sur avoir les éoliennes mais pas les maintenir, ou faire le travail de service, mais ne pas posséder l'actif à la fin de la journée? Comment se déroule un petit peu cet environnement compétitif? Mais c'est exactement ce qui revient à ta première question. Au début, Boralex, on avait simplement à venir sur des projets avec la capacité de les financer et de les construire, puis on sous-traitait la maintenance pendant un certain temps, puis ça nous permettait d'être compétitifs. On s'est réinventé, à un moment donné, on a dit, comme dans le petit hydro, comme Cascade, qui entretient évidemment ces machines à papier, on va aussi faire la maintenance. On a été un des tout premiers dans le secteur en France à faire la maintenance de nos éoliennes. On a utilisé ça en Ontario. On utilise ça maintenant au Québec et ailleurs, et comme je disais tout à l'heure, au Texas. Puis maintenant, il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est les clients. C'est-à-dire que pendant très longtemps, nos clients, ça a été Hydro-Québec, EDF, des appels d'offres d'État.
Petit à petit, maintenant, on a des grandes entreprises aussi qui viennent nous voir, qui disent, moi, je veux acheter de l'électricité verte sur le long terme ou sur le court terme, 3 ans, 5 ans, 20 ans. Et donc, on a un nouveau travail qui se développe dans l'entreprise, qui est d'aller rencontrer des clients et leur proposer notre service. Et donc, effectivement, c'est en étant une entreprise intégrée, on est aussi capable, une dernière chose qu'on a faite en France, qu'on a faite aussi au Québec dans le petit hydro, c'est renouveler des actifs, c'est-à-dire d'améliorer des actifs qui sont anciens, qui ont 20, 25 ans. Dans l'éolien, on est plutôt autour de 20 ans, mais où on a démantelé des éoliennes pour en mettre. Les éoliennes, en général, ont été systématiquement vendues pour être réutilisées soit en Europe de l'Est, soit en Espagne. C'est d'autres marchés où on peut utiliser des machines usagées. Mais on a remplacé par des éoliennes qui exploitent mieux la ressource. Et donc ça aussi, c'est quelque chose sur lesquelles nos équipes ont développé cette capacité de dire, quand on a un projet qui a 20 ans, est-ce qu'il vaut mieux le laisser en service? Il vaut mieux signer avec un nouveau client? Il vaut mieux vendre sur le marché? Ou il vaut mieux remplacer les machines, les vendre à quelqu'un d'autre, les anciennes, en mettre des nouvelles et exploiter mieux la ressource? Donc, toute cette compétence-là, on a en interne. Ben, c'est fantastique. C'est pour cette raison-là qu'il peut y avoir autant de valeur qu'on voit littéralement dans votre organisation, une capitalisation boursière qui est très élevée. Et peut-être, Patrick, on s'entend arriver et être compétitif, et être un leader et prendre autant de parts de marché dans votre catégorie. Il y a une barrière à l'entrée qui est élevée. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une catégorie où est-ce qu'il y a une prime au vainqueur, c'est-à-dire ça prend tellement de capital, tellement d'expérience, tellement de compréhension du marché d'être compétitif que peu de joueurs peuvent vraiment s'aventurer là-dedans. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs comme Boralex dans votre domaine ou finalement vous vous retrouvez vraiment en étant un des seuls à autant performer dans vos différents marchés? Ben, j'allais dire qu'on se connaît bien parce il n'y a pas tant de joueurs que ça, effectivement, parce que C'est ce que je me dis. il y Hein? a eu une époque où c'était vraiment un business un peu comme de la promotion. Hein. Les gens faisaient du développement, puis avaient accès à un tarif garanti par l'État, que ce soit au Québec, que ce soit en France, deux marchés typiques dans lesquels on a vu beaucoup de croissance. Mais petit à petit, ben, il y a eu des crises. Il y a eu la crise de 2008-2009 qui a été très, très dure dans l'accès au capital. J'allais dire, seuls les gens sérieux qui étaient capables de se prendre en main et de gérer leurs finances, de gérer le fait qu'il n'y avait pas de développement pendant un certain temps. Après, il y a eu d'autres crises. Il y a eu des crises qui sont moins connues du grand public, mais quand le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, en 2018, disent plus de développement d'énergie renouvelable, on n'en a pas besoin pendant les prochaines années, ben, il y a des entreprises à qui ça a fait très mal, parce que si votre business est basé sur le fait de toujours développer des nouveaux projets, ben, vous n'avez plus de nouveaux projets. Donc après, ce que je veux dire par là, c'est que Boralex, effectivement, aujourd'hui, ben, on fait partie des joueurs. En France, on est devenu, en 2014, le premier producteur indépendant. Ben, les 10 premiers, on se connaît très, très bien. J'allais dire, c'est les copains, là. On se connaît, on est compétiteurs, mais on se connaît bien. Puis au Canada, on se connaît bien parce qu'effectivement, ça demande beaucoup. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que le plus gros enjeu, c'est de monter l'équipe, c'est d'avoir les ressources qualifiées dans tous les secteurs, c'est d'avoir des spécialistes en finance, des spécialistes en vibration, des spécialistes en pales, des spécialistes en courant électrique, des gens spécialisés, et puis d'arriver à ce que toute cette équipe fonctionne ensemble. Puis c'est ça la force, effectivement, de Boralex, c'est 700 employés. C'est pas, oui, on a des beaux actifs, mais si on n'a pas les employés de qualité, ben, on n'en tire rien des actifs. Ben, c'est un bel actif. Hein. Je veux dire, avoir une main-d'œuvre autant spécialisée, c'est peut-être même un de vos plus gros actifs au moment où on se parle de regrouper sous un même toit autant de gens de qualité dans des catégories distinctes. Et bon, un autre point que j'aimerais aborder avec toi, Patrick, c'est on a parlé d'acquisition au sud de la frontière, mais je pense qu'il y a également des envies d'expansion aux États-Unis. Vous disiez dans un entretien que vous aviez donné avec Radio-Canada que les États-Unis, au moment où on se parle, ça ne représente pas encore tellement de pourcentage de vos revenus, mais vous aimeriez que d'ici 2030, je pense que ça pourrait représenter quasiment 45% de votre présence géographique. Quel est le plan pour aller s'intégrer, pour aller prendre autant de parts de marché avec nos voisins américains? Ben, la force de Boralex, donc la réponse est oui. Pourquoi? Parce que c'est évidemment le plus grand marché en Amérique du Nord. Puis c'est pas un seul marché, les États-Unis. Il y a 9 marchés différents d'électricité. Puis comme tout le monde le sait, il y a 50 États. Puis chaque État a sa façon de développer les énergies renouvelables. Donc, il faut bien choisir. Puis nous, on a commencé en 2018, on l'a annoncé en 2019, de choisir l'État de New York pour se développer. Pourquoi l'État de New York? Parce que la force de Boralex,
c'est d'être capable de développer des projets qui sont quand même complexes. Parfois, un projet, ça peut mettre jusqu'à 10 ans pour développer un projet. Ça met en général un peu moins de temps en Amérique du Nord qu'en Europe, mais malgré tout, on n'est jamais en dessous de 5 ans pour obtenir l'ensemble des permis, la connexion, l'accès au terrain, la façon de vendre l'énergie, ça met en général à minima 5 ans. Et donc, notre capacité à nous, c'est de développer des projets dans lesquels on crée beaucoup de valeur. Parce que quand on a passé toutes ces embûches, toutes ces questions d'autorisation, là, effectivement, la barrière à l'entrée devient importante. Et donc, on s'est dit, l'État de New York, c'est pas un État où c'est simple de développer, mais c'est un État où on va créer de la valeur en développant. Puis aujourd'hui, Boralex, on a une dizaine de projets. On a obtenu pour 740 mégawatts de contrats. Donc ça, ça donne une idée par rapport aux 3000 mégawatts. On n'a pas encore construit un seul de ces mégawatts. Pourquoi? Parce que avec la vague d'inflation qui est arrivée, puis les taux d'intérêt qui sont montés, on est en négociation avec notre acheteur d'énergie qui, dans ce cas-là, est une administration de l'État de New York, mais qui veut être à 70% d'énergie renouvelable en 2030, donc avoir beaucoup de croissance, et qui va devoir payer un petit peu plus cher. Donc ça, c'est un process qui est en cours à une commission de l'État de New York, puis sans doute qu'à l'automne, ça va se résoudre. Et je pense que ça démontre de nouveau notre capacité. En 2019, quand on a lancé ces projets, on pensait qu'on allait les construire en 2022-2023. C'est un peu retardé. Entre-temps, on fait des choses ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, on a gagné en Ontario. Donc, le portefeuille est important. La résilience des équipes de dire non, on va pas abandonner. On va trouver une solution. Puis on va faire. Il y a un collègue chez moi qui dit un bon projet, il doit au moins mourir 5 fois avant d'être arrivé à échéance. Mais ça décrit tous nos employés. Mais c'est comme ça qu'on apprend à s'adapter puis à tirer le meilleur finalement des marchés dans lesquels on travaille. Et donc, de ce que je comprends, le marché américain va vraiment se faire un État après l'autre. C'est pas un atterrissage aux États-Unis. On est partout au même moment. Il faut attaquer un État après l'autre parce que les législations, la gouvernance également, elle est différente, j'imagine, d'un État à l'autre. Les besoins, clairement. Le système électrique est très, très différent. En Californie, il y a déjà beaucoup d'éoliens, de solaire qui est en place. Donc, ça amène différentes contraintes sur le système électrique. Donc, il faut tenir compte de l'état d'avancement, justement, des choses. Donc, il y a des endroits où on se développe, comme le Texas, par acquisition, et des endroits où on se développe de façon organique. On a des projets, on a des gens qui travaillent en Illinois actuellement, on a des gens qui travaillent aussi en Pennsylvanie, c'est un petit peu plus embryonnaire que l'État de New York, mais des États qui sont un peu similaires à l'État de New York en 2018-19 quand on a choisi d'y aller. Ben oui, effectivement, que la dynamique autour de l'énergie va être différente en Floride qu'elle va être au Minnesota, disons. Donc, la température doit également jouer un gros changement dans beaucoup d'États. Et bon, là, j'aimerais en savoir peut-être un petit peu plus, Patrick, sur toi personnellement. Donc, au moment où on se parle, tu diriges une très grande entreprise publique. Félicitations. Tu es arrivé en 2001 comme premier employé en Europe. On l'a mentionné en introduction. Président, directeur général. Maintenant, comment ton ascension s'est fait un petit peu à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'à un certain moment donné, il y a quelques années de ça, on t'a mentionné qu'un poste de direction serait ouvert? Je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus sur ton cas personnel. Comment tu as gravi les échelons à l'intérieur de cette belle entreprise? En 2001, je ne pensais pas du tout un jour être CEO de Boralex. Puis ça a mis de très, très nombreuses années pour qu'effectivement, un jour, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de développer dans un marché français à distance, où il est certain qu'à 6000 km du siège social, à 6 heures de décalage horaire, ça vous apprend à être autonome. Ça vous apprend le matin, vous attendez pas les instructions de qui que ce soit pour vous dire aujourd'hui c'est ça que tu vas faire. Puis en France, on s'est développé. En Europe, on s'est développé parce que le UK, on a fini par aussi développer là-bas. Puis je pense que j'ai développé des compétences pour gérer une équipe diversifiée. C'était ça aussi un petit peu ce qui était particulier par rapport à d'autres dans l'organisation, c'est que moi, en France, on gérait du développement des opérations de la maintenance de façon très autonome, mais aussi des ressources humaines, du financement, des affaires publiques. Et donc, puis effectivement, un jour, sans doute comme tous les gens qui sont CEO, tu leur demanderas et qui ont succédé, j'ai eu une conversation avec Patrick Lemaire qui m'a dit est-ce que ça pourrait t'intéresser? C'était pas du tout dans nos plans. Là, j'ai une épouse, j'ai 3 enfants, puis le seul Québécois ou la seule Québécoise à la maison, c'est notre chien. Et donc, c'était pas dans notre projet de vie. C'était pas dans notre projet de vie du tout de venir. On venait de construire une belle maison en Belgique et d'avoir d'autres projets en Europe. Et puis, on s'est aussi réinventé. On s'est aussi dit,
c'est une opportunité pour tout le monde, pour toute la famille. Puis Donc, ça t'obligeait à déménager, le oui, poste de oui, CEO. c'est pas justement parce que Ah! CEO, c'est pas toi qui déménage, c'est toute ta famille. Puis c'est là l'enjeu. Hein. L'enjeu, il est pas dans est-ce que tu vas t'adapter à ton poste, parce que toi, tu es pris dans ton projet. C'est est-ce que les autres vont s'adapter, puis comment ça va fonctionner, parce que c'est une culture qui est très, très différente. La culture nord-américaine, la culture québécoise qui est particulière aussi là-dedans. Et donc, ça a été beaucoup de remises en question pour tout le monde. Puis, on s'est posé plusieurs fois des questions, j'allais dire, de dire est-ce que ça fonctionne? On a en plus vécu ça dans la pandémie, puisqu'on est arrivé en juillet 2019, puis en mars 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, ça a été un peu rock'n'roll, mais c'est une belle expérience de vie. Je pense que ça ouvre l'esprit. Puis moi, de mon côté, ben, sans doute que j'étais rendu à gérer un peu plus grand que l'organisation en France. Puis je suis très, très heureux. Je faisais pas de relations investisseurs, je faisais beaucoup moins de choses à l'externe que je peux en faire aujourd'hui. Donc c'est aussi. Puis j'avais aussi ce petit truc. Je sais pas si je l'ai pas mentionné, mais moi je suis belge. J'ai été travailler en France en 96, et puis j'avais déjà cette expérience de développer dans un autre pays, puis de partir finalement de zéro, parce que quand on part dans un autre pays, ben, beaucoup de gens le savent, ceux qui l'ont fait, mais le moindre service dont vous avez besoin, vous ne savez pas à qui vous adresser. Si vous êtes dans le pays où vous êtes, ben, vous allez demander à des amis, des parents, des amis de vos parents. Puis en début de carrière, vous allez avoir des ressources. Quand vous démarrez en 96, pardon, en France, c'était vraiment tout nouveau. Et donc, j'avais cette envie de redémarrer peut-être ça, de revivre, d'être 25 ans plus jeune aussi. Fascinant. Et dis-moi à quoi ressemble ton quotidien maintenant, quand on est CEO d'une organisation, publique, là, comme c'est le cas au moment où on se parle. Est-ce qu'on est face à des relations continuellement avec les investisseurs? Est-ce que c'est davantage orienté sur les logistiques internes, sur les acquisitions, sur le produit? Globalement, ton temps va où? Ben, je pense que ce qu'il faut faire, c'est être capable de jongler entre tout ça. Je pense qu'un CEO doit être autant à l'externe qu'à l'externe. Moi, qu'à l'interne, j'essaie d'être 50-50, parce que l'externe va nourrir. Si on regarde que ce qui se passe à l'interne, puis qu'on travaille sur l'excellence des opérations, qu'on travaille sur le fonctionnement des équipes, qu'on travaille sur notre stratégie, puis on n'ouvre pas la fenêtre, puis qu'on regarde pas ce qui se passe dehors, on regarde pas c'est nos concurrents, on regarde pas c'est ce que veulent les investisseurs, on regarde pas les enjeux géopolitiques aussi qui vont finalement intervenir et qui vont avoir un impact sur nous. Donc, il faut vraiment être équilibré entre ces deux choses-là. Puis c'est ça que moi, je trouve super dans ce job, c'est que, mais on peut pas regarder juste ce qui se passe à l'externe, parce qu'il faut pas être déconnecté. Mes équipes, je suis très demandant comme CEO. Je suis l'air très sympathique sur le podcast, mais je peux être très, très exigeant. Et donc, il faut comprendre aussi ce qui est la limite où vous pouvez aller. Puis pour l'avoir fait moi-même, il y a des moments où, OK, là, il faut prendre une pause. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir. On peut pas aller plus loin. On peut pas embaucher plus, parce qu'à un moment donné, quand on embauche beaucoup de gens, il faut les intégrer. Il faut aider les gens à se former. Il faut que les gens se reposent aussi à certains moments dans l'année. Je disais tout à l'heure, quand on clôture au 29 décembre, puis que les équipes comptables sont occupées avec les équipes de développement, puis que dès le début janvier, on dit non, mais maintenant, il faut enregistrer ça dans les livres, parce qu'on a la clôture du trimestre qui s'en vient. Les gens, ils n'arrêtent pas. Et donc, je pense que faut être vraiment équilibré. Puis j'espère que c'est ça que j'apporte aux équipes. Moi, je leur dis toujours 4 choses qui me semblent importantes. Puis je peux les mettre dans n'importe quel ordre. Pour jouer, c'est 4 verbes. C'est gagner, parce que c'est sûr qu'on aime de gagner. C'est grandir, parce qu'on veut grandir comme individu, on veut grandir comme équipe, on veut grandir dans le sens se développer, se former, apprendre des nouvelles choses. C'est prévenir les risques. Prévenir les risques, ça veut aussi dire, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, parfois prendre des pauses parce qu'on va trop vite dans la croissance, puis c'est s'amuser. Si on n'a pas de plaisir, ça sert à rien de faire notre job. Puis une des raisons pour lesquelles moi je suis depuis 22 ans chez Boralex, c'est parce que j'ai du plaisir à faire ça, puis j'ai des sources de satisfaction, puis les sources de satisfaction sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Puis comme CEO, je pense que le résumé que j'ai, moi, c'est je veux essayer, parce que c'est facile de maintenir une culture quand on est 30, 50. J'ai connu l'organisation en France, on était une cinquantaine, je connaissais tout le monde, je connaissais les conjoints, je connaissais le prénom des enfants, c'est facile. Quand on est 700, il y a des gens que tu connais plus. Il
Il y a des gens que tu vois, eux te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Puis, tu as envie de les aider à s'intégrer dans la culture de l'organisation, mais tu as aussi envie qu'eux apportent quelque chose à la culture de l'organisation. Puis c'est ça qu'un CIO, je pense, doit faire le plus. Parce que moi, personnellement, je peux rien produire. Hein. C'est les 700 autres qui travaillent. Moi, j'essaie de leur donner les conditions pour travailler. Fascinant. Patrick, dis-moi, avant qu'on passe à des questions plus personnelles, le futur ressemble à quoi chez Boralex dans les 12, 24, 36 prochains mois? Ben là, on est dans une période, on est dans la seconde phase de notre plan. On a présenté un plan en 2021 avec un objectif 2025. Là, on est dans la phase où il faut exécuter, il faut réaliser, il faut passer de 3000 à 4400 mégawatts, il faut passer de 167 millions de free cash flow à 240 millions. Il y a un certain nombre, on a tous les projets pour le faire. On sait, j'allais dire, exactement comment on doit y aller. Puis il faut le faire, il faut le réaliser. Puis quand ça c'est facile à dire parce qu'évidemment, il y a toujours des embûches, toujours un nid de poule dans la route, il y a toujours une problématique qui va se présenter. Il y a toujours, on n'avait pas prévu en 2021 que les taux d'intérêt seraient au niveau auquel il est. Donc, faut exécuter, faut faire de la croissance rentable, faut pas épuiser nos équipes. Et puis, ça, c'est vraiment l'enjeu des 12 aux prochains 24 mois, je dirais. Puis dans cette période-là, à un moment donné, on verra plus précisément, puis on pourra bien expliquer aux investisseurs comment on finalise cette exécution-là. Puis à un moment donné, il sera temps de se dire quel est comment on va à 2030. Puis on a déjà une vision pour 2030. Je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est à 3 gigawatts, 3000 mégawatts. On va être à 10-12. Donc, il y a encore de la marge jusqu'à 2030. Donc, il va falloir s'organiser, il va falloir se réinventer de nouveau de différentes façons. Mais ça, ce sera pour le second semestre 2025, probablement, quand on sera bien avancé. J'adore l'ambition. Et bon, des petites questions personnelles, Patrick. Un chef d'entreprise comme toi, un dirigeant qui a beaucoup de responsabilités, il doit trouver, j'imagine, ses inspirations à quelque part. Est-ce que tu lis quelques livres d'affaires? Est-ce qu'il y a des lectures qui ont impacté un petit peu peut-être ta manière de diriger des entreprises? Oh oui, j'ai lu beaucoup dans la phase de transition parce que comme je disais, j'étais pas vraiment, je n'avais pas prévu de devenir CEO. J'étais le patron depuis longtemps d'une organisation. Moi, ce qui m'intéresse j'aime beaucoup un ingénieur philosophe belge qui s'appelle Luc de Brabander. Puis je conseille vraiment aux gens. Il a écrit des gros livres puis des tout petits livres. Puis Luc, c'est quelqu'un qui est devenu un philosophe. Pourquoi? Parce que il avait travaillé sur des maths, il est ingénieur en maths, puis il dit les maths, c'est facile d'être rigoureux quelque part, parce que 1 + 1 = 2. La philosophie, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres, c'est la rigueur dans les mots, c'est la précision. Puis les entreprises, au début, je comprenais pas trop ce qu'il disait, je le disais il y a de nombreuses années, puis en devenant CEO, j'ai vraiment compris. C'est en utilisant les mots justes avec vos employés, avec votre board, avec vos investisseurs, avec vos partenaires d'affaires, que c'est là que vous mettez de la rigueur, puis c'est là où se posent les difficultés. Donc moi, j'ai beaucoup lu de Luc de Brabander. Je ne donnerai pas toutes les références, mais je suis un peu de ça. J'essaie de lire des romans aussi, parce que ça me sort du boulot, mais en général assez éclectique en fonction de ce que me proposent des collègues. J'ai beaucoup de collègues qui me disent « Ah tiens, lis ça ». Donc je lis ce qu'on me dit de lire, puis c'est ça. Fantastique. Podcast, je prends une chance. Est-ce que tu en écoutes quelques-uns? J'écoute religieusement toutes les semaines un podcast sur l'énergie, mais qui est vraiment pour spécialistes. Mais s'il y a des spécialistes qui m'écoutent, écoutez le Montel Weekly Podcast. C'est un Européen, c'est un Norvégien qui fait ça. C'est très, très bien fait, puis ça explique. C'est rare d'avoir des explications précises sur la complexité du secteur électrique. Le secteur électrique, c'est vraiment un secteur très, très compliqué, beaucoup plus compliqué quelque part que le pétrole ou d'autres matières premières, parce que l'électricité, c'est simple à dire, mais ça a beaucoup d'impact. Ça se stocke très peu. On peut plus dire ça se stocke pas. Puis on doit toujours être en équilibre production-consommation. Ça a plein d'implications économiques. Je laisserai les gens écouter le podcast si ça les intéresse. Après ça, j'écoute d'autres podcasts. Il y en a un que j'aime bien, qui est un podcast belge d'une mouvance que de nouveau je suis pas mal. Il s'appelle Bonjour Demain. Je trouve ça, c'est des interviews un peu comme on fait maintenant que j'apprécie aussi beaucoup.
Intéressant. On mettra peut-être les liens dans les notes de l'épisode. Ça peut être assez intéressant, effectivement, pour notre audience. Et peut-être pour terminer, la routine de Patrick avant, pendant et après le travail, à quoi ressemble-t-elle? Oh, c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir une routine. Je suis pas rigoureux au point d'avoir une routine précise. Ce que j'essaye peut-être de faire, parce que je me suis beaucoup déplacé dans la vie, ça m'arrivait très souvent de partir avant que tout le monde se réveille, puis de rentrer 2 jours plus tard quand tout le monde dormait déjà. Donc en vivant à Montréal, j'essaye de prendre du temps pour ma famille, en fait. J'essaie d'être présent pour eux parce que le boulot, c'est très prenant. Puis on a toujours une raison de commencer à travailler à 6 heures moins le quart le matin. J'ai toujours une raison, quand je regarde mes courriels, quand je regarde la presse, quand je regarde les nouvelles, de me dire, je peux m'y mettre tout de suite. Et en fait, je pense que dans l'équilibre, ça fonctionne un temps, mais dans mon équilibre personnel, je dois aussi le faire. Alors, si vous demandez à mon épouse ou à mes enfants, ils vous diront que je suis quand même encore pas là souvent, mais en même temps, je pense que ça fait partie des choses importantes. Et la journée, j'essaye aussi d'être présent pour les autres parce que je pense que de nouveau, il y a un modèle on en connaît tous sans doute, des CIO qui sont très occupés. Et puis on est tous très occupés. Mais la valeur, c'est de permettre aux autres de travailler. Hein? Un agriculteur, c'est pas lui qui fait grandir le blé. Hein? Il met les conditions en place pour que le blé grandisse. Et un CIO, il doit faire la même chose, de mettre les conditions en place pour que les équipes, les gens dans les équipes grandissent. Puis être présent. Quand quelqu'un vous parle, faut être là à 100%. Faut pas être là en train de regarder son téléphone ou des choses. Et ce que j'essaye pour moi, je pense que j'essaye de garder aussi des petits moments de rêverie. Pour s'assurer de continuer à avoir grand, à avoir gros et avoir, j'imagine, peut-être, c'est ça, cette fameuse vision, parce que c'est une vision grandiose que vous avez là, chez Ouais, Boralex. ouais, ouais. Puis repartir d'une feuille blanche, s'asseoir devant une feuille blanche, puis dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce que moi, je dois faire dans les 3 prochains mois? Je change de carnet 2 fois par an. J'écris je note beaucoup. 2 fois par an, je change de carnet. Puis là, je m'assieds tout seul dans une pièce. Puis là, les idées viennent dans tous les domaines. Puis je note tout ce qui passe par ma tête sans juger. Puis en général, alors c'est fatigant pour les équipes parce qu'après, faut pas que je leur dise tout ce que j'ai pensé. Hein. Il faut que je fasse le tri. Mais très sérieusement, c'est très utile parce que si moi je me réinvente pas, si mon équipe de direction se réinvente pas, si les équipes de direction des business units, tous les gens finalement, ben, l'entreprise peut pas le faire. Et c'est la somme de tout ça qui le fait. Donc s'il y en a un qui doit montrer l'exemple de ça, c'est moi. Il y a sans doute encore plein d'endroits où je peux le faire. Il y en a toujours et c'est la beauté d'être dans le monde des affaires. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais, mais si on apprécie le chemin parcouru, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va nous faire plaisir à la fin de la journée. Patrick, si on veut en savoir plus sur Boralex, meilleur endroit pour vous rejoindre, site web ou également on peut vous rejoindre? Ah ben, je pense qu'il y a comme toujours, là, sur notre site web, il y a plein de choses. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'on est très actifs aujourd'hui. Il y a plein de choses. Vous aurez les renseignements avec les équipes. On essaye d'être beaucoup plus présent à l'externe, puis beaucoup plus ouvert. Donc, je pense on essaye d'expliquer notre vision, notre purpose. Je pense que c'est important. À une époque, on nous prenait pour des rêveurs qui étaient dans les énergies renouvelables, dans l'éolien. Aujourd'hui, ben, tout le monde a compris que c'était les énergies les plus compétitives, que c'était indispensable pour la transition énergétique, pour repousser les énergies fossiles. Je pense qu'on travaille aussi beaucoup. On est une entreprise qui a des racines familiales et des racines, on n'appelait pas ça de la RSE à l'époque, mais des racines avec des valeurs importantes. Je pense que là aussi, on a aussi un message qu'on fait passer dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on investit durablement. Ce qu'on dit souvent aux équipes, c'est on veut arriver en invité et vivre en voisin. Hein, c'est ça qu'on dit. Puis c'est ça qu'on dit à nos partenaires d'affaires. Et donc je pense que ça aussi c'est important. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez nous contacter puis vous entendre parler de Boralex. Puis frappez à la porte. On cherche des talents. On est 700, mais on va continuer de grandir. Donc n'hésitez pas. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Patrick, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. C'est fantastique l'histoire de Boralex. La tienne également avec cette belle croissance personnelle à l'intérieur même de l'organisation. Félicitations. Et bien entendu, regardez Boralex, regardez les postes qui sont ouverts, regardez également leurs nouveautés parce qu'ils en ont souvent sur leur site Internet. Je me suis pris au jeu récemment. Il y a beaucoup de nouveautés pour les gens qui s'intéressent à cette catégorie-là. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci Antoine.